Bonjour tout le monde et bienvenue dans Les Pros de l'Immo, votre podcast consacré à l'immobilier au Maroc. Alors aujourd'hui nous allons parler de la VFA et le titre de l'épisode d'aujourd'hui est « Quel verrou faut-il lever pour que la VFA fonctionne enfin ?» Pour en parler, j'ai tout d'abord le plaisir de dire bonjour à mon ami cofondateur et co-animateur de l'émission Les Pros de l'Immo, Amine Madnessi, bonjour. Bonjour Rachid. Alors, la VFA, tout le monde en parle, certains positivement, d'autres négativement. De quoi s'agira-t-il aujourd'hui ? Alors justement, on va essayer, comme vous l'avez dit, de lever les verrous autour de la VFA, d'expliquer un petit peu ce que c'est d'abord, d'expliquer les différences entre une vente sur plan et une vente en état futur d'achèvement. Ensuite, comme vous l'avez mentionné, il y a depuis quelques années une connotation négative autour de cette VFA. Nous allons faire un constat de ce qui a été fait à ce jour, puisque nous sommes dans une deuxième mouture de ce texte de loi, mais également voir comment on pourrait améliorer ce processus d'acquisition, à la fois pour les acquéreurs, parce qu'ils sont en première ligne quand il s'agit d'investir dans l'immobilier à travers ce dispositif de la VFA, et donner également des pistes de réflexion pour améliorer le texte de loi, pour qu'à la fois les acquéreurs, mais également les promoteurs puissent avancer dans ce processus. De toute manière, l'un ne va pas sans l'autre, et donc Tout à l'optimal fait. est d'avoir un schéma win-win pour tout le monde. Alors nous avons également le plaisir d'accueillir notre invité, Maître Jad Aboul Ashbal. Je rappelle que vous êtes notaire à Casablanca. Bonjour à tous les deux et bonjour à vos auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, première question, très élémentaire au fait, et triviale, c'est quoi la VFA ? Alors la VFA, c'est un contrat, c'est une convention par laquelle un vendeur s'oblige à édifier une construction, que ce soit un appartement, une villa ou un immeuble, dans un délai déterminé, pour un prix déterminé, et avec un échéancier de paiement qui est fonction de l'état d'avancement des travaux. D'accord, mais y a-t-il un mauvais usage qui est fait du vocable VFA pour qualifier autre chose qui ne relève pas de la VFA ? Eh bien, si l'on respecte scrupuleusement le texte de la loi, c'est-à-dire que la VFA correspond à la définition que j'ai donnée, on rentre dans le cadre de cette loi et on doit l'appliquer impérativement, quel que soit le type de logement construit, c'est-à-dire que ce soit à usage d'habitation, à usage professionnel, à usage commercial. Donc, à partir du moment où l'on part du principe que le vendeur se fait payer au fur et à mesure en fonction de l'avancement des travaux et qu'il s'engage à édifier les constructions, on est dans le cadre de la VFA qui, d'après ce que dit le texte, est impératif. Alors cette définition que vous donnez est, je dirais, idéale, parce que normalement tout devrait fonctionner, mais on se rend compte que dans la pratique, à l'usage, aujourd'hui la VFA présente un tas de problèmes. Et nous l'avons constaté depuis des années. Je ne voudrais pas revenir, puisque le but de l'émission, ce n'est pas de parler des trains qui arrivent pas à l'heure, mais parce qu'il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure. Donc, il y a eu des arnaques, un certain nombre de victimes marocaines ici et d'ailleurs qui en ont fait les frais. Donc, l'idée, c'est comment aujourd'hui faire le distinguo entre vente sur plan. Est-ce que la vente sur plan, c'est une VFA qui ne dit pas son nom, qui n'est pas tenue justement à ses obligations légales, et donc on l'appelle comme ça vente sur plan pour ne pas l'appeler VFA, parce que qui dit VFA dit une certaine rigueur à appliquer, à respecter, comme vous l'avez dit, un échéancier, un contrat de réservation, un contrat préliminaire de vente, etc., et des avances. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte que, vous allez peut-être confirmer ce que je dis, que la VFA est appliquée sans être appliquée, et que souvent, ça se dénoue bien, heureusement, sans que ça soit une VFA appliquée dans les règles et à la lettre. Alors, ce que vous dites est pertinent parce qu'en fait, il ne faut pas avoir une lecture littérale du texte, il faut voir ce qui se passe réellement. Et effectivement, la loi sur la VFA, qui vient modifier un autre texte sur la VFA, était destinée à protéger les acquéreurs, puisque lorsqu'on achète sur plan, lorsqu'on achète en VFA, on achète un bien qui n'existe pas encore. C'est une acquisition virtuelle, c'est-à-dire que l'acquéreur prend le risque de financer au fur et à mesure des travaux qui peuvent ne pas arriver à leur terme ou ne pas être en conformité avec ce qu'il estimait être ce qui devait lui être livré. J'ajoute que parfois la situation administrative n'est pas nette et que parfois le promoteur, dans certaines circonstances, peut avoir des difficultés pour finir cela. Donc cette loi est destinée au départ à protéger la partie faible. Et la partie faible, c'est l'acquéreur. Simplement, l'acquéreur se doit d'être protégé pour avoir
confiance en ce processus qui, s'il fonctionnait, or, aujourd'hui, Amine Mernissi, vous avez tout à fait raison, il n'est pas généralisé dans la pratique, puisque la majorité des projets de vente sur plan ne respectent pas ce texte. Si ce système fonctionnait, il permettrait donc aux promoteurs de financer ses constructions avec l'argent de ses clients, et aux clients de faire une acquisition à un prix inférieur au prix du marché, donc de fait, de faire naître un rapport gagnant-gagnant. Mais pour que ce rapport gagnant-gagnant soit effectif, il faut effectivement protéger ce maillon faible et lui offrir des garanties élémentaires. Alors j'ai cru comprendre que la deuxième mouture de ce texte de loi de la VEFA avait apporté une protection supplémentaire aux acquéreurs. Mais à ce jour, elle reste encore difficilement applicable. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui d'aller dans les détails pour pouvoir la rendre applicable? Quelles sont les améliorations qu'on pourrait apporter dans le cadre légal, législatif? Alors, vous avez raison de préciser que c'est un cadre légal, c'est-à-dire qu'une loi a été votée. Mais qui dit loi dit normalement décret d'application pris par le gouvernement, puis éventuellement décisions de justice qui viendront affiner les contours de ce texte. Or, à ce jour, nous sommes confrontés à un texte de loi. Alors, ce texte de loi, il énonce des principes simples, et j'aimerais que tout le monde en prenne conscience. Dans l'hypothèse où nous respectons la loi, et je répète, beaucoup de projets ne la respectent pas, même si certains projets la respectent. On fait d'abord, éventuellement, référence à un contrat de réservation, c'est-à-dire un contrat qui peut être établi devant notaire ou pas devant notaire du moment que la signature est légalisée, et qui permet aux promoteurs de tester le marché, en précisant le projet, en précisant ce qui sera livré et en précisant évidemment un délai de livraison, tout en sachant que le contrat de réservation, qui n'est pas un contrat obligatoire, n'a une durée de validité que de 6 mois. Et qu'au terme des 6 mois, ce contrat de réservation doit être suivi d'un contrat préliminaire de vente. Ce qui permet pendant ces 6 mois pour le promoteur de savoir si son projet intéresse. En contrepartie, c'est bien simple, l'acquéreur potentiel ne verse que 5% du prix. Il n'a pas le droit, en vertu de ce texte, de verser plus de 5% du prix. Et ces 5% peuvent lui être restitués dans les 30 jours, puisqu'il a une faculté de rétractation dans les 30 jours, et l'obligation pèse sur le promoteur de lui restituer dans les 7 jours où il fait jouer cette rétractation. En revanche, le contrat préliminaire de vente, qui vient sanctionner les 6 mois, si le promoteur veut aller au bout de son projet, là, va énoncer une série de principes. J'attire l'attention de tous sur le fait que le contrat de réservation et le contrat préliminaire de vente, même s'ils n'ont pas la même forme, dans le cas du contrat préliminaire de vente, il doit être établi devant notaire, adoul ou avocat agréé près de la Cour de cassation, contient les mêmes mentions que le contrat de réservation, et que de nombreux contrats de réservation qui circulent ne sont pas conformes à ce que dit la loi. Et de nombreux contrats de réservation ne respectent pas le plafond de paiement. Voilà. Donc ça, c'est un paramétrage qu'il faut prendre en considération. Maintenant, si vous permettez, ne respecte pas au sens où des gens donnent plus que les 5% prévus par la loi ou moins que les 5%? Alors, le contrat de réservation ne donne droit au promoteur que de ponctionner 5%. Donc, il y a des gens... dans la pratique, nous avons des contrats de réservation qui donnent lieu à un paiement supérieur. Donc, ces paiements ne sont pas réguliers par rapport au texte de loi. J'ajoute que le contrat de réservation, et c'est la même chose pour le contrat préliminaire de vente, ils doivent être précis quant à leur contenu. D'abord, on doit domicilier les parties. Deuxièmement, on doit désigner le titre foncier lorsque le bien est titré à la conservation foncière. Et la désignation du titre foncier permet de s'assurer que le vendeur est aussi propriétaire. Là, je fais référence à une actualité où certains se sont mis à commercialiser des lots alors qu'ils n'étaient pas propriétaires. Ce sont des cas exceptionnelissimes, parce qu'il faut bien comprendre que si la norme était la fraude, le système n'aurait pas pu tenir. Mais il faut comprendre qu'il faut protéger. Après, il faut désigner le bien. Et il faut être suffisamment précis. Alors, la loi fait référence à un maîtrait approximatif. Parce que le législateur a parfaitement compris qu'il est impossible, au mètre près, de déterminer la chose. C'est pour ça que, comparativement, il faut avoir une idée de ce que l'on va mettre, éventuellement annexer le plan pour savoir ce sur quoi porte l'acquisition, mais surtout préciser le prix et le prix au mètre carré. Parce que si le maîtrait final n'est pas conforme au contrat, c'est le prix au mètre carré qui permet de calculer le différentiel. J'ajoute bien évidemment qu'un permis de construire est un impératif pour le contrat de réservation comme pour le contrat préliminaire de vente, mais que le contrat préliminaire de vente, lorsqu'il est signé, s'assortit d'une garantie.
Et là, c'est un point essentiel. C'est le point qui a été débattu et redébattu. Alors, quand vous parlez de garantie, c'est effectivement, vous touchez au nœud du problème. Je voudrais juste préciser une chose par rapport au contrat de réservation. Est-ce qu'il doit revêtir obligatoirement la forme authentique ou seulement sous sein privé? Alors, le contrat de réservation ne doit pas revêtir la forme authentique obligatoirement. Je parle du contrat de réservation. Je ne parle pas du contrat préliminaire qui est obligatoire. Où là, la forme est requise. Le contrat de réservation peut donc être signé dans les locaux des commerciaux du groupe. Simplement, le contenu de ce contrat de réservation est impératif. Et le fait que les parties aient signé un contrat de réservation, dès lors qu'il n'est pas régulier, compromet la suite. Bien évidemment. Donc, un contrat de réservation qui ne respecte pas le montant de l'avance, qui ne respecte pas les points que vous avez mentionnés, est susceptible d'être contesté. Donc, ne pourra pas donner lieu à un compromis de vente par devant notaire. Alors, je rappelle, je suis désolé d'être assez sévère sur la terminologie, il n'y a pas de compromis de vente dans la VFA. Parce que souvent, certains l'ont employé pour contourner les obstacles. C'est un contrat préliminaire de vente. Et ce contrat préliminaire de vente a des mentions impératives. Dans les faits, le contrat de réservation, je parle dans les faits, ce contrat de réservation, normalement, ne devrait durer que 6 mois. Mais il dure, dans la pratique, plus souvent. Parce que la fonction initiale du contrat de réservation, c'est de tester le marché. Et si le marché est testé positivement, d'aboutir sur le contrat préliminaire de vente. Mais voilà, on reste, dans de nombreux cas, sur l'application d'un contrat de réservation dépassé en temporalité, plus de 6 mois, pour ne pas basculer dans le contrat de vente. Alors très bien, un acquéreur qui signe un contrat de réservation où les règles ne sont pas respectées scrupuleusement, qu'est-ce que fait un notaire quand il hérite d'un contrat préliminaire de réservation? Alors déjà, le notaire n'étant pas obligé de l'établir, s'il voit arriver ce type de contrat de réservation, au titre du conseil à son client, je parle du point de vue de l'acquéreur, lui dira que l'on ne respecte pas la loi. Donc c'est plus de la VFA. Donc c'est plus de la VFA. Ça ne respecte pas la loi sur la VFA. Donc de fait, donc ça devient quoi avant? Qu'est-ce qu'on fait alors mais tout est le problème parce que la loi a défini de manière très large son champ d'application. Il aurait été possible de définir de manière stricte et restrictive le champ d'application, dire la loi sur la VFA s'applique aux immeubles à usage d'habitation et laisser une grande latitude, un secteur libre aux autres immeubles pour ne pas créer une pression sur toutes les ventes. Mais voilà que le législateur a parlé de toutes les opérations, de toutes les destinations d'immeubles. De ce fait, il laisse dans le circuit hors VFA toute vente qui ne respecte pas scrupuleusement ces règles. Parce que par le champ d'application qu'il détermine, il impose, d'un point de vue strictement théorique et juridique, l'application du texte à toutes les ventes sur plan. D'accord, alors si tu permets, Amine. Oui. Donc le problème, est-ce qu'il réside dans la rigidité de la loi, dans le fait qu'elle a établi des normes très strictes, c'est-à-dire ne pas dépasser les 5%? Est-ce que ce n'est pas adéquat à la réalité du marché de l'immobilier au Maroc, qui fait que beaucoup de gens se retrouvent en dehors du cadre légal de la VFA? Et dans ce cas, faut-il réformer la loi pour qu'elle épouse la réalité du marché immobilier? Ou est-ce tout simplement un manque de sérieux des différents acteurs? Alors en fait, je ne veux pas jeter la pierre à un ou une partie en particulier, mais parce que je pense que c'est un cadre général. Et j'essaie d'être le plus objectif et pédagogique. Déjà, premier principe, oui, la loi est appliquée par certains promoteurs. C'est donc la preuve concrète que cette loi n'est pas inapplicable. Maintenant, si on veut me faire admettre que cette loi est difficilement applicable, je l'admettrai. D'abord parce que pour un promoteur qui veut respecter la loi, il est en concurrence avec des promoteurs qui ne la respectent pas. Et qui prétendent faire de la VFA. Oui. Absolument, parce que quand on est dans la démagogie, on va jusqu'au bout. Ouais. Mais la vérité, c'est que de nombreux promoteurs affichent un soi-disant respect de la loi, mais ils ne la respectent pas. Mais ceux qui la respectent sont en concurrence avec des promoteurs qui ne la respectent pas. Alors du point de vue de l'auditeur, de l'acquéreur, ce qui compte pour lui, c'est d'avoir son bien. Donc effectivement, il peut se dire que du moment que le projet est livré, c'est parfait. Et dans les faits, dès lors que le projet est livré, même lorsqu'il est hors cadre légal, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y aura pas de sanction judiciaire étant donné que personne ne viendra saisir un juge pour un contentieux qui n'existe pas. Et je comprends très bien, l'acquéreur, lui, il ne veut pas avoir son nom associé à une jurisprudence. Il s'en fiche. Ce qu'il veut, lui, c'est sa maison, son appartement, sa villa, je ne sais quoi. Mais il est vrai que cette loi est difficilement applicable parce qu'elle heurte de nombreux paramétrages. D'abord, effectivement, des promoteurs demandent plus d'argent. Mais le contrat de réservation n'est pas un impératif.
Rien n'interdit à un promoteur de faire un contrat préliminaire de vente immédiatement. Et là, il peut demander 10%. Mais ça suppose quand même qu'il y ait des prérequis pour passer directement au contrat. En fait, le contrat préliminaire de vente et le contrat de réservation sont identiques quant à leur contenu. C'est 10% il y a juste ou 5% 5% quand c'est le contrat de réservation, puisqu'il y a une durée de 6 mois avant d'aboutir. Mais les conditions du contrat préliminaire de vente et du contrat de réservation sont identiques à une exception près, puisque le contrat préliminaire de vente impose une garantie. Alors que le contrat de réservation, puisqu'il est une phase normalement transitoire, ne l'impose pas. Mais toutes les obligations que j'ai évoquées précédemment, le maîtrise, le permis de construire, la désignation précise, elles sont normalement dans le contrat de réservation. Et un point que vous n'avez pas peut-être mentionné, et qui constitue une pomme de discorde très importante, c'est le délai de livraison. Et ça, c'est un problème qui est récurrent. La plupart des litiges portent sur ce point-là. Des gens qui ne sont pas livrés en temps et en heure. Mais comme ils ne sont pas dans le cadre de la VEFA, ne peuvent pas opposer aux promoteurs ce que prévoit la VEFA. Alors je répète que normalement, vu que la loi a un caractère impératif, la personne qui est hors cadre VEFA peut toujours se plaindre parce que cette loi normalement est destinée à la protéger. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il faudra voir quelles seront les positions jurisprudentielles, parce que le contentieux n'est pas abondant par rapport à cette qualification. Mais c'est une question essentielle. Alors, 2 points. Le premier point, celui du délai. Effectivement, le promoteur doit déterminer le délai de livraison. Ce délai de livraison... Et ça, dès le contrat de réservation ? Bien évidemment, avec une journée précise. Ce n'est pas un peu trop prématuré, je trouve. Moi, je ne pense pas. Au niveau du contrat de réservation, on est vraiment très, très en amont. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une phase de test, où le promoteur teste. Comment sera son projet il sera reçu, de quelle façon par Il peut prendre du temps. C'est-à-dire qu'en fait, derrière cet impératif de livraison, et pèse sur ses épaules une lourde obligation, c'est-à-dire la livraison, il y a effectivement le fait d'achever les constructions. Mais il y a aussi le fait de donner à l'acquéreur une situation administrative claire. Je rappelle qu'au Maroc, lorsque le bien est immatriculé, même si la loi s'applique aussi à des biens non immatriculés, c'est-à-dire qu'ils ne font pas l'objet de publicité foncière, mais là je déconseille fortement aux acquéreurs d'acheter un bien non titré, déjà en temps normal, alors dans le cadre de la VEFA encore plus, mais lorsque l'on achète un bien sur plan, il y a ce qui est le titre foncier mère, c'est-à-dire le terrain sur lequel vont être édifiées les constructions, et il y a le titre foncier parcellaire qui correspond au lot qui sera vendu à terme. Or, ce lot n'existe pas encore et n'a pas de titre foncier parcellaire. Ce qui met aussi, quand on parle de délai, le promoteur dans la main de l'administration. Oui. Parce qu'il est dépendant non seulement du travail de ceux qui travaillent pour lui, qui doivent édifier les constructions, mais il doit apurer administrativement une société et une situation, parce que s'il n'est pas en mesure de livrer le bien, il ne pourra pas le vendre dans les délais déterminés. Maître, nous sommes en 2023, le marché il est ce qu'il est, la crise dont on parle, etc. Est-ce qu'aujourd'hui il faut avoir confiance en un investissement, comme vous dites, qui n'existe pas encore, mais qui est en devenir, avec les risques peut-être de faillite, des risques d'entrepreneurs ou de promoteurs qui peuvent rester sur le carreau. Nous sommes dans une situation qui n'est pas maîtrisée. Alors, parmi les garde-fous, justement, de la VEFA, il y a la garantie d'achèvement ou la garantie financière. Alors, ça reste quand même assez opaque, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un frein. Ça, d'une part. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça ? Et élément très important, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux investisseurs qui souhaitent quand même acheter par le biais d'une VEFA ? Parce qu'en général, quand on achète un bien qui est encore construit, on l'achète à un prix généralement meilleur marché que s'il était fini. Complètement. C'est ça l'intérêt du jeu. Pour l'acquéreur, c'est d'acheter moins cher un bien qu'il va tout de suite prendre de la valeur lorsqu'il sera fini. Voilà pourquoi la loi impose une garantie au promoteur. Alors, je m'explique. Le promoteur, il peut être en parfaite santé et achever ses travaux. Mais tout est possible, même les scénarios les plus désastreux, à savoir une faillite, une problématique de difficulté de travaux. Voilà pourquoi il y a 2 garanties possibles. L'une qui serait, et qui existe théoriquement, mais qui dans la pratique n'est appliquée par aucun promoteur, qui est la garantie d'achèvement. C'est-à-dire que le promoteur fournit à l'acquéreur une garantie
d'un autre que lui, qui peut être une banque ou une assurance, et qui se substituera à lui pour achever les travaux conformément au contrat si le promoteur n'est pas en mesure de le faire. C'est des garanties développées dans d'autres pays, c'est une garantie que le législateur a introduite, mais cette garantie n'est pas effective au Maroc puisque personne ne la fournit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de la fournir, ça veut dire que personne n'a pris le risque de la fournir. Reste la garantie de remboursement. Et cette garantie de remboursement, c'est l'idée que si le promoteur fait défaut et que nous ne sommes pas en mesure d'avoir la construction souhaitée, c'est le garant qui rembourse les sommes déjà avancées. Ce qui est un paramétrage qui déjà est rassurant, parce que si vous êtes confronté à une faillite globale, non seulement vous n'aurez pas votre immeuble, mais en plus vous n'aurez pas votre argent. Donc ces points-là sont des points qui sont importants. Et dans les faits, beaucoup de promoteurs ont des difficultés à obtenir cette garantie. Certains la fournissent. Et c'est là aussi une des raisons de la bascule entre le contrat de réservation et le contrat préliminaire de vente, puisque le contrat préliminaire de vente reçu par notaire impose au notaire de s'assurer du contenu du contrat et l'engage sous sa responsabilité, et de fait contraint le promoteur à fournir une de ces garanties. Alors, je sais que c'est un peu technique, un peu compliqué. Maintenant, je suis obligé de dire que la VFA est un achat à risque. Parce que effectivement, on peut ne pas avoir ce que l'on souhaite, d'où la nécessité de la désignation précise. Et c'est pour ça que l'acquéreur doit être vigilant dans ce qui est désigné. Plus il aura une acquisition précise, plus il saura ce qu'il peut demander, voire refuser de signer, si ce qu'on lui a promis et ce qu'on lui fournit n'est pas en conformité. J'ajoute aussi que derrière la notion de délai, il y a, et là le législateur en a conscience, parce qu'il sait que le promoteur a des difficultés par rapport à d'autres paramétrages qui ne dépendent pas de lui, c'est la faculté offerte au promoteur de proroger de 6 mois le délai hors pénalité. Et cela, quel que soit le délai qu'il avait fixé. C'est donc à lui, consciemment, au moment où il teste le marché, d'avoir une idée à peu près pertinente de la date de livraison, mais savoir aussi qu'il peut jouer sur les 6 mois. À partir de là, rien n'interdit, s'il y a dépassement du délai plus 6 mois, de payer des pénalités, puisque la loi prévoit des pénalités en cas de retard. Mais les pénalités, ça marche dans les deux sens. Parce qu'il n'y a pas que les promoteurs qui sont parfois tardifs. Beaucoup d'acquéreurs paient très tardivement et de ce fait sont eux aussi pénalisés. Non seulement ils sont pénalisés, mais en même temps, ils mettent en danger l'édifice qui est construit sur le plan financier pour le promoteur. Parce que quelqu'un qui paie en retard, c'est des ressources en moins pour le projet. Et donc, ça remet en question justement les délais de livraison. Absolument. Et c'est pour ça que quand un promoteur obtient une garantie bancaire, cela signifie qu'une banque a pris la responsabilité de lui donner la garantie et qu'elle croit en ce projet. C'est donc un gage de sécurité supplémentaire et un gage de crédibilité complémentaire pour le promoteur qui peut l'invoquer. Donc juste pour récapituler, donc si concrètement un acquéreur veut acheter dans le cadre de la VFA, qu'est-ce qu'il est tenu de vérifier ? Alors, il pour doit admettre... être sûr qu'il est toujours dans le cadre de la VFA. Alors, il doit admettre qu'il y a de très fortes probabilités qu'il ait en face de lui un promoteur qui ne respecte pas la loi. Ça, c'est un premier point. Comment le vérifier ? Alors, dans ces cas-là, il doit être très précis par rapport au contrat qu'il signe. Déjà, il doit avoir un numéro de titre foncier et un certificat de propriété qui lui assure que le vendeur est bien propriétaire. Il doit avoir une désignation précise. Il doit aussi voir un prix au mètre carré et un prix global. Et il doit avoir un délai déterminé. Ça, c'est un cahier de charges. Un cahier des charges, un plan. C'est ce que la loi impose. Et en soi, ça ne paraît pas aberrant. Non, parce c'est que logique. C'est très logique qu'une personne qui achète du virtuel sache ce que sera théoriquement le virtuel lorsqu'il deviendra réel. Mais les difficultés par rapport à un système foncier marocain qui ne connaît pas l'appropriation progressive, mais qui a besoin d'un titre pour désigner le propriétaire, viennent complexifier une série de problèmes. Et je répète que si le promoteur n'a pas de garantie bancaire, d'un point de vue théorique, il ne peut pas passer du contrat de réservation au contrat préliminaire de vente et il se met mécaniquement hors la loi. Après, juste pour clarifier, peut-être une ambiguïté, quand on dit que le promoteur ne respecte pas la loi, dans le cas où il ne respecte pas, ça veut pas dire qu'il est dans l'illégalité. C'est-à-dire si, qu'il est dans l'illégalité. Non, mais je veux dire... Juste pour entrer dans le détail et le nuancer, c'est-à-dire c'est pas que c'est un voleur ou un charlatan, un arnaqueur, c'est juste que ce qu'il vous propose c'est de la VFA, mais ce n'est pas de la VFA. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? La nuance est de taille. C'est pour ça que je précise. 9 fois sur 10, ça se termine bien. Oui, c'est ça. Mais là, alors, la nuance est de taille. Je vais encore. Le fait qu'il soit dans l'illégalité fait que lui-même et son contrat sont susceptibles d'annulation. C'est donc une épée de Damoclès. Lui-même être victime de. Voilà. Et en plus de ça, c'est vrai que dans la pratique, bien que la majorité des VFA se fassent hors cadre légal, elles aboutissent. C'est une réalité. Mais à partir du moment où on a établi un texte de loi et qu'il a un caractère
impératif et qu'on a défini de manière extrêmement large son champ d'application, on fait peser sur le promoteur qui ne respecte pas la loi un risque. Parce que rien n'interdit de penser dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, qu'il y aura une jurisprudence de la Cour de cassation qui annulera ces contrats et qui sanctionnera de manière implacable les promoteurs qui ne l'ont pas respecté avec des pénalités lourdes. Maintenant, d'un point de vue pratique, je sais bien que beaucoup, et c'est un réflexe tout à fait logique, l'acquéreur va d'abord se fixer sur la réputation du promoteur. Parce que plus que des artifices techniques, plus qu'une logistique complexe, il se dit au moins celui-là, même si peut-être on n'est pas tout à fait dans le cadre légal, il va au bout. Mais nous sommes dans une situation hors cadre légal. Et c'est un paramétrage complexe quand on achète sur plan et qu'on fait peut-être l'investissement d'une vie. Et puis je note enfin une dernière chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est que la garantie d'achèvement n'est pas une réalité. Effectivement, non. Et le mieux auquel on pourrait prétendre, c'est une garantie de remboursement. Or, quand quelqu'un investit dans un bien, ce qu'il souhaite avant tout, c'est de prendre possession de ce bien. C'est de pouvoir en jouir. Et ce qu'on lui finalement, s'il gagne, et au bout du processus, ce qu'on lui pourra lui donner, c'est juste le rembourser de son argent. Ce qui est une vraie... Bon, c'est un moindre mal, je veux dire. C'est mieux que rien. Mais le but, c'est mieux que rien, d'avoir un bien à la fin. Mais vous avez moi, j'ai vu des acquéreurs qui disaient, moi, je ne veux pas de cet argent. Je veux mon bien. Tout est dit, parce qu'effectivement, nous sommes dans le monde du moindre mal. On a laissé une option, et dans la pratique, les promoteurs qui respectent la simple garantie de remboursement apparaissent déjà comme des promoteurs d'élite. Tout à fait. Alors que, évidemment, pour l'acquéreur de base, ce qui ferait vraiment sa confiance en le système, c'est la garantie d'achèvement. Et c'est ce qui ferait qu'il y aurait des investissements massifs en VFA. Donc nous sommes dans une situation où tout le monde est insatisfait. Parce que les promoteurs ont du mal à vendre sur plan par rapport à d'autres pays, parce que la VFA n'a pas bonne réputation. Et l'acquéreur ne sait jamais, et parfois il a l'impression de jouer un peu à pile ou face, son destin immobilier. Maître Aboul Achbal, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir apporté tous ces éclairages. Je remercie également mon ami Amine de m'avoir épaulé durant cet épisode-là et durant tous les autres qui vont suivre, comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un nouvel épisode.